Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de 5 lieux, 5 endroits, 5 refuges dans lesquels les personnes avec un TSA se sentent bien. C'est vrai qu'il arrive assez souvent que y ait des lieux où on n'est pas à l'aise, où on peut avoir différentes difficultés, mais heureusement qu'il existe des endroits qui nous permettent de nous ressourcer, ou du moins qui nous évitent les différentes les différents désagréments auxquels on peut être soumis assez régulièrement, ou du moins qui les réduisent. Voilà. Donc on va se concentrer sur ces 5. Alors il n'y en a pas 5, il y en a beaucoup plus, mais là on va en voir 5. Alors, le lieu numéro 1, c'est la bibliothèque, les bibliothèques. Alors, ça peut paraître un peu cliché comme ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas passer à côté, puisque dans les bibliothèques, on n'a pas le droit de crier, de hurler, de bavarder fort. Et il y a une règle généralement acceptée, généralement à la fois implicite et explicite, qui est qu'il faut baisser d'un ton, en chuchote, que ce soit une bibliothèque universitaire ou une bibliothèque municipale, peu importe. Il y a donc des interactions moindres avec un niveau sonore acceptable, des chuchotements. Voilà. Les gens vont et viennent, et la plupart du temps, il n'y a pas pour prendre des livres, pour emprunter, rendre des livres, mais la position assise et la position entre guillemets de rigueur, voilà, posée. Donc forcément, il y a moins de stimulation. Le cerveau est moins bombardé. Le système nerveux va se calmer, et il y a un réel filtrage sensoriel. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement au niveau du bruit, que les personnes autistes ont différentes hypersensibilités, ou hypo aussi, mais le plus souvent des hypersensibilités au bruit, à la lumière. Sur le plan tactile, il y a plein d'autres points aussi. Et donc du coup, au niveau de la lumière, très souvent, ce ne sont pas des lumières éblouissantes. Alors la bibliothèque idéale, bien sûr, c'est celle il y en a plus, c'est celle qu'on voit dans les films, vous savez, bibliothèque anglo-saxonne, avec les lampes vertes, avec une forme d'éclairage tamisé, où on est bien en fait, on est bien. Et donc la bibliothèque se permet, en plus dans une bibliothèque, pour tout dire, on ne fait pas que passer, on peut y rester. Et il n'y a personne qui va nous demander combien de temps on est là, pourquoi. Il y a pas de, on n'est pas dans le jeu social en fait, dans la bibliothèque. On n'est pas dans le jeu social. Les gens sont là, il y a des livres, on est entouré de livres. Les livres ne font pas de bruit, les livres ne parlent pas. Ils racontent de belles histoires, ils racontent des tas de sujets. Et puis il faut dire ce qui est. Faut pas oublier qu'une personne. Donc là, je parlais de l'ambiance, du côté sensoriel, etc. Mais quand on veut traiter un sujet, on se concentre, on va au rayon. C'est carré en fait une bibliothèque. C'est fidèle au fonctionnement neuronal autistique, dans le sens où c'est organisé, c'est ritualisé, c'est rangé, c'est classé. Donc c'est formidable, on a un intérêt bien spécifique et on peut le travailler, on peut le développer pas à l'infini, mais bon voilà. Et puis après on va sur les ordi, on fait notre recherche, ça peut nous envoyer dans d'autres médiathèques, bibliothèques et tout. Mais voilà, c'est ça qui est quand même voilà. Et du coup, ce lieu-là, pour les personnes avec autisme, la plupart du temps, c'est un lieu de ressources, un lieu de repli, je dirais même. Surtout que, j'avais oublié un détail, c'est que dans les bibliothèques, il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde. Il y a même personne, il y a des gens, t'as l'impression que
Ils étaient là en 1987, en fait, et ils ont pas bougé. Vous savez, il y a des sortes de, il y a des piliers de bar, mais il y a aussi on parle des rats de bibliothèque, mais il y a des, enfin, vous voyez. Et puis, j'ai l'impression que dans une bibliothèque, il y a une forme de tolérance, plus importante au niveau, des postures, sur le plan, une tolérance à la différence qui est plus important, qui est plus présente. Alors, le deuxième, on pourrait parler 1000 ans d'une bibliothèque. Chacun des points peut faire l'objet d'une vidéo en quelque sorte, mais on va continuer parce que voilà. Donc le deuxième lieu, deuxième refuge qui permet aux personnes avec un autisme de se sentir bien. Le deuxième, c'est la voiture. Oui, la voiture. Et ouais, c'est, en fait, on est dans sa voiture. Déjà, c'est pareil, sur le plan sensoriel, on est dans un espace fermé, un espace clos, un espace intime. Et dans notre voiture, on se réfugie, on est coupé des bruits extérieurs. Ou du moins, en quelque sorte, un habitacle, il y a une paroi entre notre monde et le monde extérieur. Donc ça, c'est formidable. Ce qui permet une régulation émotionnelle. Et puis, en plus, ce refuge sensoriel, alors forcément, on s'isole aussi des interactions. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, il y a dans une fête, il est où Il est dans la voiture. Bah ouais, elle est dans la voiture. Forcément, ça permet de segmenter l'espace déjà et alors je vais employer un terme hyper cliché, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser pour ça, d'être un peu dans sa bulle. Voilà, ça c'est le cliché de l'autisme dans sa bulle. En fait, c'est pas qu'on est dans notre bulle, c'est que on essaye de s'adapter et que justement quand on va dans notre bulle, c'est pas une volonté, c'est parce que justement le monde ou la situation n'est pas adaptée à notre fonctionnement. Donc c'est une forme de protection. C'est pas il est dans sa bulle, on va le laisser. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Parce que là, ça doit être une forme de stigmatisation. Bon, on se concentre sur la voiture. Alors, non seulement il y a donc cet espace rassurant, contenant. C'est une forme de couverture lestée mécanique. Moi, je vais loin, mais c'est une couverture lestée du cerveau. Voilà, une forme de couverture lestée du cerveau qui fait une sorte de filtre par rapport à l'extérieur. Vous savez, je donnais encore un exemple. Si vous avez des enfants, et que votre enfant est lui-même TSA, vous savez, on est dans la voiture et en fait, il veut plus descendre. On est invité chez des gens, de la famille, etc. Et il veut plus descendre de la voiture. Il est où? Il est dans la voiture. Ah ouais, parce qu'en fait, il s'est fait son petit espace. Il s'est installé. Il a son petit siège. Il a ses petits livres, ses petits jouets, ses petits machins. Vous voyez bien? Il est bien, quoi. Il est bien. Il est dans son petit monde. Il s'est recréé son petit univers. Ça fait part de son petit univers. Et sortir de la voiture, waouh, quelle violence! Quelle violence! Sortir, c'est assez violent, assez brutal, assez abrupt. La transition, il faut dire bonjour. Ouh là là, dans la voiture, on est bien. On a envie de rester, on peut rester des heures à écouter voilà, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de mes vidéos dans la voiture. Hein. C'est pour ces raisons-là. Hein. C'est pour ces raisons-là. Alors, là, on parle d'une voiture à l'arrêt, garée sur un parking ou dans un sous-sol sombre ou juste dans un endroit en bordure d'un bois, on va être plus poétique,
Mais la voiture, pour une personne autiste, c'est formidable quand ça roule, Et je dirais même plus quand on est passager. Parce qu'en fait, il y a un côté hypnotique, répétitif dans le trajet. Ça roule en fait. Il y a rien de... On va du point A au point B, alors oui, d'accord, mais encore plus pour les grands trajets où on prend l'autoroute, ou les paysages défilent. Et on est là, il y a un réel côté hypnotique, apaisant. En plus, non seulement notre corps entier est un peu sous cloche, un petit peu, mais en plus, sur le plan des sensations de proprioception, il y a une sorte de ronronnement de la voiture qui, vous savez, les sons blancs, les sons qui apaisent les vagues, un aspirateur, pas un aspirateur agressif, un aspirateur qu'on entend loin, qui est moderne, la voiture fait partie de ces sons-là, hein. D'ailleurs, très souvent, il y a des tas de gens qui s'endorment en voiture. Et en plus, il y a une vibration sur le plan tactile. C'est vibratoire. Il y a une question de le cahotement de la voiture. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors, faut pas faire ça quand on roule, quand on est nous-mêmes conducteur. Mais même, moi, j'adore rouler en voiture. J'adore ça. Il y a personne pour on est pas obligé de parler à plein de monde, etc. On est là, on roule, on est focus, en fait. Il y a le côté hyper focus, en fait. On est hyper focus sur une direction, on est concentré, et c'est apaisant. Ça réduit plein de paramètres, ça réduit plein de, vous voyez, quand je parlais, j'étais en train de me baisser petit à petit, j'avais l'impression que j'allais me mettre dans le, vaut mieux pas que je conduise, là. Enfin, voilà. Donc oui, la voiture, c'est un lieu, un refuge dans lequel les autistes, les personnes autistes se sentent bien. Alors le troisième lieu, c'est la forêt, le bois. Ah oui, on va pas on va pas forcément être bien uniquement dans des lieux fermés et clos. La forêt, c'est un espace ouvert, même si, bien sûr, quand on est dans une super grande forêt bien dense, la canopée avec son poids qui retombe sur nous, on se sent enveloppé là aussi. Mais enveloppé par quoi? On n'est pas sous un hangar, sous des tôles, on n'est pas sous le métal, on est sous des arbres. Il y a une douceur, c'est un espace ouvert mais protecteur. Forcément, alors oui, je parle pas du petit bois où il y a plein de passages, où il y a des joggers où il y a la nationale qui passe à côté. Non, je parle pas de ça. Je parle de la petite, le petit trou de verdure où chante une rivière, comme le poème de comment. D'ailleurs, si en plus il y a une rivière qui passe pas loin, alors là, c'est formidable. Donc oui, je parle de la vraie forêt, la vraie nature, hein, avec les odeurs de végétation, les sons, mais c'est des sons naturels, c'est les oiseaux, le vent dans les arbres. Il y a peu d'humains, il y a peu de jeu social là encore. On tombe le jeu social. Alors oui, on peut croiser un jogger avec des lunettes habillé en fluo, avec un truc de trail et tout. Mais il y a très peu de jeu social. Et voilà, en plus il y a plein d'études qui parlent de ça, mais pour tout le monde, pas que pour les autistes, mais c'est décuplé chez nous puisqu'on a une réceptivité sensorielle plus, on a des antennes sensorielles plus intenses, on va dire ça comme ça, et du coup il y a un retour d'une restauration intentionnelle. Il y a une baisse du cortisol, très clair, l'influence de la chlorophylle, voilà, c'est que dire. La forêt, c'est formidable, c'est extraordinaire.
Alors, on va passer dans une autre ambiance. Le quatrième lieu, bon, on va voir. Le quatrième lieu, ce sont les toilettes. Alors attention, hein, je parle pas des toilettes dégoûtantes sur un bord sur une aire d'autoroute ou non, des toilettes normales ça peut être dans un établissement, parce qu'en fait, pourquoi? Ben ouais, alors c'est un lieu de refuge, même des fois un lieu de survie ou un lieu de repli. Vous êtes dans une soirée où vous n'avez pas envie d'être. Déjà, qu'est-ce que vous faites dans une soirée? Non, je rigole. Vous allez aux toilettes, tout de suite le son diminue. On entend les basses au fond. On entend forcément il y a des gens, quelques personnes qui parlent et tout, mais c'est une sorte de vie parallèle. Et vous allez pas être dans les toilettes à vous laver les mains, à parler, ouais, non, et tu sais quoi. Non, mais, vous allez enfin moi, c'est ce que je fais, j'ai fait plein de fois, j'ai pratiqué ça plein de fois, les moments où j'étais vraiment pas bien. On s'enferme dans les toilettes, et là, c'est pas l'idée de faire ses besoins pendant 1000 ans. Non, c'est voilà. On respire, on médite. Moi, j'ai lu des livres dans les toilettes. Et en fait, le truc, c'est qu'on se coupe. On a l'impression de s'invisibiliser, mais volontairement, et de se mettre en retrait. C'est une forme de pause sociale. Et puis, vous savez, moi, quand je me rappelle au lycée, je faisais ça. Au lycée, sur le temps du midi, il y avait tellement de bruit et je m'isolais, et je m'invisibilisais. Et du coup, les gens passent, il y a du bruit, et vous savez, ce bruit-là, la porte qui s'ouvre, vous dites rien, la personne, elle va aller à un autre, voilà. Et en fait, c'est illimité, vous pouvez rester 45 minutes, puisque les gens passent, vont et viennent. Et donc, ils vont pas rester 45 minutes derrière la porte à dire « Pourquoi cette porte n'ouvre pas? Je veux aller dans ces toilettes. » Non. Donc, ça vous permet une pause sociale temporaire et en même temps non pressé par le temps. Alors oui, bien sûr, vous gérez votre temps et tout. Enfin, c'est on s'efface on s'efface en fait du brouhaha social. Voilà. Alors ouais, c'est forcément moins sympa que être dans une forêt ou être dans une super bibliothèque avec plein de bouquins. C'est sûr, mais c'est une stratégie de repli, une stratégie de survie pour après mieux ressortir. Enfin voilà, c'est ça. On va passer au dernier point qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont les musées. Bah oui, les musées, les expositions. Alors, c'est pareil, je parle pas des musées hyper fréquentés des grandes villes, c'est blindé de monde et tout, et encore, quoique non. Non, il y a une queue infinie, non. Je parle des petites expos, des petits musées où il y a jamais personne, en fait, là encore. Il y a jamais personne. On retrouve les mêmes caractéristiques que dans une bibliothèque. Il n'y a pas d'agression auditive, il n'y a pas d'agression visuelle, quoique ça peut être une exposition, quoique. Il n'y a pas 1000 interactions. On est libre de nos déplacements. Il y a une forme d'autonomie où il y a une exploration sensorielle où on va d'un tableau à l'autre. Et puis là, c'est pareil. Le fait que ce soit artistique, on n'est plus dans le truc social utilitaire. C'est artistique, donc ça fait tomber la pression. Moi, c'est un mec qui a fait un tableau, un mec qui a peint des trucs, qui a mis des... On laisse vagabonder un peu notre esprit. Il y a une sorte de... Là encore, on n'est pas dans la surcharge sensorielle. La stimulation cognitive est faible. On est plus dans une forme de liberté de mouvement, de pensée, voilà. Oh tiens, ça c'est nul, ça. C'est quoi ce truc? On regarde et on va. Ou on peut rester bloqué sur un tableau ou sur une sculpture ou sur un. Et puis ouais, voilà. Les personnes, il y a une forme d'honnêteté quand même, puisque l'artiste il a posé son truc, moi j'ai fait ça. Allez, tac tac. Et en plus, il y a un côté aussi
rassurant, puisque c'est un thème, un sujet, un artiste ou plusieurs sur un thème bien précis. Ça va pas dans tous les sens en fait. Une expo, c'est cadré quand même. Alors oui, des fois il y a des trucs complètement délirants, perchés, tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins c'est rigolo. Ou si on n'accroche pas, ben on part, ou sinon on se réfugie juste dans l'expo. On se réfugie dans l'expo. Et puis voilà. C'est une petite pause. Une petite pause. Je me répète, mais une petite pause sensorielle. Alors attention, je parle pas de vernissage où il y a 40 000 personnes. Oui, alors là, venez, approchez-vous, les petits fours sont... Ah, c'est bon, quoi. Là, on est dans le truc social plus. Hein. On est plus dans l'expo de... Comment dire... non, l'expo de seconde zone dans une bourgade où il y a de la... Non, je vais dire n'importe quoi. Bon, une expo, voilà, une petite expo, voilà, ou un musée, voilà, les musées, c'est... Et puis voilà, ce qui est bien aussi dans une exposition, dans un musée, c'est que c'est guidé beaucoup. Il y a des trucs marqués, il y a des panneaux, il y a des pictos, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien. C'est pas, allez, je te fous là-dedans et tu te débrouilles. Non, c'est guidé, oh, tu peux même demander un guide et tout. Non, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais les guides, non, c'est plus pour les gros trucs, justement. Un musée de taille moyenne, une petite expo. Voilà. Bon, c'était les 5 refuges. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. On pourrait développer chacun d'entre eux. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. C'est toujours super intéressant.